Salut tout le monde, aujourd'hui je continue ma tournée des experts et je suis avec Sylvain Lepoutre, directement fondateur de l'agence VidéoBiz, l'agence de performance YouTube. Tu me confirmes? Ouais, carrément. On fait péter des chaînes YouTube. Exactement, donc je suis avec Sylvain, on va discuter justement de toute la stratégie qu'il faut mettre en œuvre en 2026 pour réussir à avoir de la visibilité sur YouTube. Ça demande quand même beaucoup de boulot et comme tous les réseaux sociaux, ils ont évolué dans les derniers mois. Donc on va s'entretenir avec lui directement pour savoir quelles sont ses astuces, comment est-ce qu'on peut bien se développer et aussi évidemment en savoir un petit peu plus sur ses services aussi et comment vous pouvez directement avoir accès à lui. Salut Sylvain, Salut. t'es en forme? Ouais, parfait. Merci pour l'invitation. C'est très plaisir d'être là. Eh ben, je t'en prie, on va partir sur une petite demi-heure d'entretien entre toi et moi. Et puis, moi, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus et de savoir tous tes petits secrets. Allez, générique. Donc, on va faire un petit peu le panorama de ce qui a changé dans les derniers mois. J'aimerais aussi qu'on évoque le fait que c'est aussi un formidable vecteur de diffusion, on va dire, YouTube. Et notamment, là, je terminais, tu vois, un cours, je me disais, en B2B, en marketing, c'est presque le deuxième réseau social. Oui, même complémentaire de LinkedIn, je dirais. En fait, pour moi, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Il faut LinkedIn d'un côté et YouTube de l'autre. Et oui, puisqu'en plus, ils avaient tenté les vidéos, tu sais, short, il y a quelques mois, puis ils ont fait machine arrière. Donc, sur les évolutions, les évolutions de l'année, on a vu qu'il y a eu pas mal de choses dans le YouTube Studio. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, il y a énormément de choses. J'en fais un format mensuel sur ma chaîne où on parle pendant une demi-heure de chaque actu. Mais on va dire que dans les grosses nouveautés, il y a quand même l'A/B test qui s'est bien développé et qui est maintenant devenu standard pour tout le monde. Donc l'A/B test de miniature dans un premier temps et l'A/B test de titre qui est arrivé maintenant. Ouais. C'est vrai que l'A/B test de miniature, c'était un peu technique parce que ça nécessite déjà d'avoir des vidéos qui parlent à un public large. Et puis c'est un investissement les miniatures et c'est pas toujours facile de trouver des concepts très différents. Là où en fait, AB tester des titres, c'est beaucoup plus naturel pour la plupart d'entre nous. On a l'habitude de trouver des accroches différentes pour nos posts LinkedIn ou de trouver différentes façons de présenter une slide, par exemple. Et du coup, l'AB test de titre, c'est un petit peu ça. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut publier une vidéo YouTube, on peut lui dire, mets cette miniature et puis mets titre 1, titre 2, titre 3, propose les trois titres à l'audience. Et YouTube va vous dire, au bout de, en général, 4 à 5 000 impressions, donc 4 ou 5 000 fois où la vidéo a été montrée, quel est quel est le titre qui a généré le plus de watch time. Donc en général, c'est celui qui a fait le plus cliquer et où les gens continuent à regarder la vidéo derrière. Donc ça, pour moi, c'est une très très grosse avancée pour la plupart des professionnels parce que c'est vrai que la BTS de miniature, c'est un peu plus high level, on va dire. Ouais. T'as Nous, des on bons fait les deux. résultats là-dessus? Ouais, ouais, on a des très bons résultats sur la plupart de nos clients, notamment les clients créateurs qui ont des chaînes où ils vont faire entre 100 et 200 000 vues par vidéo, par exemple. C'est indispensable de faire de la BTS de titres et miniatures. Donc, on va dire que la bonne pratique, mais qui s'applique pour les grosses chaînes, c'est de créer des combos titres miniatures qui vont ensemble et de tester du coup deux ou trois concepts radicalement différents. Donc nous, on appelle ça des angles, c'est-à-dire que Mhm. pour aborder un sujet particulier, on peut aborder ce sujet par l'angle numéro un ou l'angle numéro 2. Et en fait, on ne sait jamais exactement à l'avance quel est l'angle qui va le plus toucher la corde sensible chez l'audience. Et oui. Et du coup, ça peut permettre de tester différents angles. Et une fois qu'on a testé les différents angles et qu'on voit qu'il y en a un qui est généralement qui marche mieux que les autres, on ne s'arrête pas là. On peut se dire, OK, maintenant que j'ai cet angle-là, je ne sais pas, au feeling, je vais me dire que c'est probablement le titre qui a bien marché. Je vais garder ce titre et je vais tester trois miniatures différentes pour voir si ça marche mieux. Et peut-être que c'est une autre miniature que celle du début qui marche mieux. Donc je garde celle-là. Et après, avec cette miniature, on va pouvoir retester des titres différents. Donc en fait, on peut faire des A/B tests successifs pour vraiment peaufiner le truc et maximiser la portée d'une vidéo. Mais ça, forcément, c'est du temps, c'est du budget, c'est de la créa. Et donc, on va pas le faire sur une chaîne YouTube qui fait 500 vues ou 1000 vues sur une vidéo. On va plutôt le faire sur des chaînes YouTube où on compte en dizaines de milliers de vues parce que c'est là que ça devient rentable. Quand on configure la publication de la vidéo dans YouTube Studio, on associe effectivement un titre à une miniature. D'accord. Donc en fait, il va tester ce titre, cette miniature ensemble, l'autre titre, l'autre miniature. Il ne teste pas tous les trucs Indépendamment. séparément. En tout cas, Ok. aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Mais c'est vrai qu'idéalement, on pourrait imaginer un système où YouTube est capable de nous dire, en mettant trois titres et trois miniatures, on a tout testé et c'est ce combo de ce titre et de cette miniature qui marcherait le mieux. Mais ça nécessite de faire du coup beaucoup plus de tests et donc en fait, ça demanderait beaucoup plus d'impression aussi. Donc moi, je trouve que le système actuel est pas mal.
Ok. Autre question, dans les évolutions majeures, il y a eu pas mal d'avancées. Alors, on en parlait avec Céline et Edith pour Instagram. Là, je lui posais la question sur l'éditeur de YouTube, notamment sur les shorts. Qu'est-ce que tu peux amener là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une vraie progression dans les derniers mois? Quand je parle d'éditeur, c'est plutôt enfin, l'appli qui permet de monter les shorts Oui, 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 c'est directement, c'est ça. ça? Ouais. Oui, oui, bah, YouTube a lancé son app qui s'appelle YouTube Create, si je dis pas de bêtises, Mhm. qui permet, du coup, il y a vraiment une vraie application de montage. Et ensuite, sinon, dans YouTube Shorts, on crée un short directement dans YouTube, on a ici quelques petites fonctionnalités de montage. C'est bien, je trouve que en fait, c'est adapté aux shorts. C'est-à-dire que les shorts, la plupart du temps, n'ont pas besoin d'avoir un montage hyper chiadé, hyper professionnel. Parce que le plus important sur un short, ça va être le dynamisme, ça va être le concept, ça va être le texte, enfin, les mots qu'on va prononcer. Peu importe si la transition n'est pas hyper fluide, etc. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'un logiciel de montage hyper complexe. Donc pour ça, je trouve que c'est bien foutu, honnêtement. Mais après, ils ont pas réinventé la poudre, hein. Ils ont été recopier ce que faisait bien Instagram et ce que faisait bien TikTok là-dessus. Ok. Donc en tout cas, on peut publier en natif des shorts directement depuis son téléphone, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que sur les vidéos produites et vidéos longues, là, on reste, on est plus proche d'un process de production audiovisuelle, comme ça peut être le cas à la télévision, au cinéma ou dans une boîte de prod, que d'une publi d'un petit format court sur le téléphone, quoi. Ouais. Ok. Donc là, ils sont un Autre moteur. évolution, alors là pour le coup je vois beaucoup d'avancées là-dessus, le doublage automatique. Ouais. Alors moi j'ai déjà des chaînes en anglais qui me proposent le contenu traduit en français et même moi j'ai vu certaines de mes vidéos traduites pour le Japon parce que j'ai un début d'audience sur le Japon, ce qui est un peu bizarre. Comment tu vois la chose et comment tu peux évoquer ça pour nos viewers? Donc ça a été lancé, je crois, en début d'année dernière, début 2025, quelque chose comme ça. Pour moi, ça a été lancé un peu tôt parce que au début, le doublage était vraiment mauvais. Ouais. J'ai souvenir même de vidéos, certaines de mes vidéos qui étaient doublées, et il y avait plusieurs voix enfin, j'étais tout seul à parler dedans, hein, mais il y avait différentes voix. Des fois, c'était une voix féminine, des fois une voix masculine. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc en fait, beaucoup de créateurs se sont déjà fait un avis très vite sur le sujet, et même beaucoup d'utilisateurs de YouTube se sont dit, ah, j'aime pas le doublage. Sauf que depuis, ils ont pas mal progressé, et honnêtement, maintenant, quand on écoute des doublages, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il y a encore largement la place pour progresser bien plus. Donc en fait, on sait que ça va se faire par itération successive. Clairement, ils vont pas faire machine arrière. J'ai pu voir une démo de YouTube où ils nous montraient un petit peu ce que ça donnait avec la synchro labiale. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous allez voir une vidéo, par exemple, cette vidéo-là où je suis en train de parler en français, vous la regarderez en anglais, automatiquement mes lèvres vont changer et vont s'accorder aux mots anglais que je prononcerai. Ouais. On va clairement dans une direction où ça va devenir excellent. Je sais pas pourquoi pour l'instant YouTube est pas meilleur. Je crois que il me semble avoir vu que sur Facebook maintenant c'était devenu très très bon. Et je pense qu'il y a une question de quantité de données. En fait, à mon avis, ils ne peuvent pas aujourd'hui utiliser les meilleurs systèmes de doublage juste parce qu'il y a un tel volume de données de vidéos à retranscrire que, à mon avis, ils doivent utiliser des systèmes plus légers, j'imagine. Mais voilà, on va clairement dans une direction où demain, on ne pourra pas tellement distinguer si le créateur était français, espagnol ou japonais aussi. Ouais. Et toi, tu as déjà des audiences qui te regardent de l'étranger, j'imagine? Très peu. Je t'avoue que c'est même pas une statistique que je regarde plus que ça, parce que c'est vrai que nous, nos clients sont pour la plupart francophones. Donc voilà, par contre, j'ai certains de mes clients qui, eux, ont des audiences dans différents pays. Donc effectivement, pour eux, c'est plus important. On a par exemple des YouTubeurs qui ont des chaînes qu'ils ont dupliquées pour en faire une version anglaise, une version espagnole, une version japonaise, etc. Et donc eux, évidemment, ils sont vachement plus attentifs à ça. Ouais. Ah ouais, mais ils créent donc quand même plusieurs chaînes au final. Ouais, en fait, moi, je lui avais demandé, à ce moment-là, c'était l'année dernière, quand j'avais analysé sa chaîne, et je lui avais demandé, bah, toi, tu devrais être content de voir le doublage arriver et tout ça. Et puis, il m'a dit, bah, non, moi, je vais garder toutes mes chaînes séparées, parce qu'en fait, lui, son modèle économique, il est basé sur des sponsors. Et du coup, il a intérêt à avoir un sponsor anglophone sur sa vidéo anglophone, un sponsor français sur sa chaîne en français. Donc, en fait, il gérait différents sponsors pour différentes chaînes. Alors même là aussi, ça c'est une autre évolution qui pourrait arriver, c'est que YouTube est en train de remettre un peu la main sur les sponsoring, et donc peut-être que du coup, à terme, on pourra tout mettre sur la même chaîne quand même, mais aujourd'hui, ça reste, si on a des grosses audiences dans plusieurs pays, ça reste plus pertinent de faire sur plusieurs chaînes. Mais non, mais alors c'est exact, c'est une grosse question de référencement parce que nous, on se la pose évidemment pour les sites web quand on fait la traduction d'un site. Et forcément, ta chaîne, ça doit être difficile de la faire ranker sur plusieurs langues
même si ton contenu il est traduit. Tu vois ce que je veux dire? Tu as aussi les métadonnées que tu associes aux vidéos, mais même à la chaîne. Donc, c'est, à mon avis, à mon sens, une vraie question, enfin, un vrai travail. Dans la recherche, on voit assez facilement quand même des vidéos, par exemple anglophones. Tu fais une recherche en français, tu vas facilement voir des vidéos anglophones qui vont sortir Ouais. avec le titre traduit, la description traduite. Donc, ça m'inquiète pas trop en termes entre guillemets, de SEO YouTube. Ça va bien fonctionner. Mais en fait, c'est surtout, comment dire, quand tu te constitues une audience, quand tu essaies de créer une communauté, parce que c'est un peu cet aspect qu'il y a sur YouTube et qu'on n'a pas trop sur les autres réseaux sociaux. C'est le côté où en fait, bah, on a envie de construire un actif qui va durer. Et donc, par exemple, bah, toi, ta chaîne YouTube, tu sais que demain, si tu publies une vidéo, même une vidéo très personnelle avec une annonce, etc., tu vas avoir plusieurs centaines de personnes qui vont y regarder. Non pas parce que l'algo veut absolument leur montrer, mais parce que ils ont créé une relation avec toi et puis ils ont envie de savoir, en fait. Ouais. Et du coup, si tu es sur une chaîne où tu publies en permanence des vidéos dans 3 langues différentes, c'est beaucoup plus dur de créer cette connexion avec ton audience. Et donc, en fait, tu vas te retrouver avec bah, des communautés rikiki plutôt que d'avoir créé trois belles communautés sur 3 chaînes différentes. J'évoque quelque chose d'autre là qui me vient à l'esprit au moment où tu m'évoques tout ça. Les communautés, justement, tu sais, celles qui sont intégrées dans un parcours payant, est-ce qu'on a des feedbacks sur comment ça marche? Je sais même plus de quand ça date exactement. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce que ça fonctionne en 2026? Alors, je l'ai testé moi-même hein, sur mes chaînes. J'étais passé d'abord sur des sites externes, Tipeee, Patreon, etc. Et puis, j'avais tout rapatrié sur YouTube en me disant, bah, il y a moins de friction parce que les personnes sont sur YouTube, ils peuvent cliquer sur le Ouais. bouton rejoindre. Et effectivement, là, on a une petite vidéo de présentation. Et bah, l'idée, c'est de proposer des contreparties qui ont du sens pour ces personnes-là. Disons que je ne le vois pas dans le modèle économique de beaucoup de chaînes. Euh, c'est intéressant pour les chaînes qui produisent beaucoup de contenu. Mhm. Je pense par exemple à des chaînes, il y a des chaînes qui vont faire des lives sur la tech tous les matins, par exemple. Tu vois, tous les matins, pendant 1 heure, tu as un live avec des personnes qui vont te dire toutes les dernières nouveautés de la tech. Là, tu crées une telle connexion avec ton audience que, évidemment, si tu leur dis, tu peux participer au live, mettre des commentaires, proposer des sujets, si tu payes 5 euros par mois, comme tu es tous les matins au petit-déj avec eux, évidemment, ils vont le faire. Si par contre, tu as une chaîne YouTube où tu publies 3-4 vidéos dans le mois, et que à chaque fois ça parle à des audiences différentes, la plupart du temps les gens vont pas suivre. Donc bon, c'est intéressant, c'est bien que ça existe, mais on le recommande très rarement à nos clients, honnêtement, et surtout quand c'est des clients entreprises. En entreprise, on n'a pas, c'est pas un modèle économique intéressant d'aller grappiller 30 euros par mois. Et Oui, en plus, du coup, d'avoir un engagement auprès de certaines personnes, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand bien tu sûr. demandes des sous en échange de quelque chose, tu te crées une tâche supplémentaire, un engagement supplémentaire. Donc, c'est pas forcément, c'est rarement une bonne idée. Venons-en un peu à l'IA qui est partout et pour tout le monde en ce moment, qui évidemment ne passe pas outre le raisonnement de YouTube. Donc c'est arrivé, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce que toi tu l'utilises par exemple au quotidien ou de manière régulière? Alors, il faut déjà voir de quelle IA on parle, parce Ouais. qu'il y a les IA génératives pour tout ce qui est images et vidéo. Mm. Donc, c'est beaucoup là-dessus que YouTube communique. Et ça, pour le coup, c'est des IA que nous, on n'utilise quasiment pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans ton appli Short, tu peux mettre un prompt qui va générer un décor derrière toi. Donc ça, c'est des choses très créatives qui permettent juste de simplifier la création de petits contenus vidéo. Ça, nous, on l'utilise pas et pour nos clients non plus. C'est un peu gadget, c'est vraiment pour baisser la barrière à l'entrée des créateurs. Moi, je ne vois pas forcément de mal. C'est vrai qu'il y a des gros débats sur le AI slop, c'est-à-dire les contenus générés par IA qui sont vraiment abrutissants, on va dire, et qui, soi-disant, vont inonder la plateforme. J'ai pas trop peur sur YouTube dans la mesure où YouTube, encore une fois, a des algorithmes qui sont faits pour répondre à des signaux humains. C'est-à-dire que s'il y a une vidéo où bah, finalement très peu de personnes interagissent avec parce que bah, tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul, bah, la vidéo, elle va très très vite s'enterrer et personne ne la verra plus jamais. Mm. Donc ça, c'est très vrai sur l'algorithme des vidéos longues, des vidéos horizontales, où là en plus c'est vous qui choisissez ce que vous allez voir. C'est un petit peu moins vrai sur l'algorithme de YouTube Short, parce que sur le YouTube Short, enfin, en fait, on est nourri comme dans un feed. Mais cela dit, l'algo des YouTube Short est quand même constitué pour essayer d'être vraiment assez ciblé sur les contenus que tu aimes. Il va y avoir un petit peu de variété, mais pas tant que ça. Là où sur TikTok, il y a un truc qui est assez piège, c'est que l'algo de TikTok, ils ont compris que
en gros, les shots de dopamine sur un contenu intéressant, enfin un contenu qui nous plaît, étaient d'autant plus élevés qu'on avait regardé un contenu pourri avant. Et donc, en Mm. fait, leur algo est fait pour, de temps en temps, mettre du contenu pourri. Ouais. Et donc, forcément, il y a une brèche là pour tous les gens qui se disent, je vais créer des milliers de vidéos IA dégueulasses et inonder TikTok avec ça. Et ça génère des vues, en fait. Et donc, du coup, ça les encourage à continuer. Là où sur YouTube, je suis beaucoup plus sceptique. Donc, voilà, moi, ça me fait pas trop peur, cette partie-là. Par contre, la partie IA qui est intéressante, c'est la partie IA pour la partie créa. C'est-à-dire l'IA en tant qu'assistant pour nous aider à trouver des meilleurs sujets, à les affiner pour pouvoir trouver pile les bons termes qui vont donner envie aux gens de cliquer dans le titre, pour éventuellement travailler ou retravailler ces scripts, pour analyser des chaînes, pour générer peut-être aussi effectivement des fois des arrière-plans pour des miniatures, des choses comme ça. Donc cette partie IA en tant qu'aide à la création, pour le coup, ça, on l'utilise beaucoup et c'est hyper intéressant. Et là, j'ai qu'un petit conseil à donner pour tous ceux qui sont tentés de faire ça, qui se disent, tiens, je vais faire écrire mon script de vidéo par ChatGPT, par exemple. Nous, ce qu'on a constaté, parce qu'on analyse beaucoup la data derrière, c'est que un bon outil d'IA génératif pour les créateurs de contenu, c'est un outil qui est entraîné sur de la donnée humaine, de la donnée qui a été sélectionnée par des humains. C'est-à-dire que Mhm. je demande à ChatGPT de me faire un titre de vidéo YouTube, il va me donner des titres et quand je vais les voir, je vais faire «Ah, c'est plutôt sympa» et je vais les mettre sur YouTube et ça va faire un flop à chaque fois. Parce qu'en fait, ChatGPT ou n'importe quelle IA n'a pas les bonnes données d'entraînement. En fait, ChatGPT ne sait pas ce que représente un bon titre de vidéo YouTube. Ils vont juste prendre des articles de blog de quelques personnes qui ont dit bah, un bon titre, ça doit avoir ça, ça et ça. Mais c'est pas de la bonne donnée d'entraînement. Donc en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que les IA qui marchent bien, et on est en train, nous, de les gérer en interne pour notre agence, ces outils-là, c'est qu'on crée des bases de données de bonnes pratiques, et ces bases de données servent de référentiel pour l'IA. On va demander à l'IA d'aller piocher là-dedans, d'aller Ouais. prendre les structures qui fonctionnent, et Mm. ensuite, nous, on vient rajouter le côté humain avec bah, tout le travail qu'on fait sur la partie créa, la partie angle, la partie de recherche documentaire pour les vidéos, etc., pour que bah, ce soit des vidéos intéressantes, évidemment, parce que l'IA va faire que du contenu creux, mais on utilise ça comme outil d'accompagnement, d'aide, pour pouvoir être productif plus rapidement, quoi. Ouais. Ok. Et au final, bon, c'est sûr que ça demande un peu de temps d'ajustement, mais de toute façon, comme n'importe quelle personne aurait besoin de un peu monter en compétence sur un outil IA tel qu'il soit. Ouais, enfin, moi, ce que j'aime bien, vraiment une façon simple, c'est par exemple, vous voulez poster une vidéo et vous avez une idée de titre sur la vidéo. Bah, envoyez ce titre dans ChatGPT et demandez 25 variantes de ce titre. Et rien que là, en fait, en les lisant, il va pas forcément y avoir un autre titre qui va être meilleur, mais il va y avoir des mots qui vont sortir et vous allez vous dire, ah, ce mot-là, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que je trouve plus impactant que celui que j'avais choisi. Donc on va le reprendre et puis on va le remettre dans notre titre à nous. Rien que recombiner comme ça des petits bouts pour faire un titre plus efficace, c'est déjà un premier petit pas qui peut vous aider, vous, à faire x2 sur votre clic. Et bah, l'air de rien, c'est voilà, c'est déjà une toute petite façon de faire, quoi. Alors, taux de clic, tiens, question en direct. Qu'est-ce que c'est quoi un bon taux de C'est clic? quoi un bon clic? La question. Non, moi je pars du principe que si on est en dessous de 5%, c'est nul, mais donne-moi ton avis. C'est l'indicateur, la métrique la plus difficile à comprendre et à mesurer, en fait, le taux de clic, pour plusieurs raisons. Raison numéro un, c'est que quand on sort une vidéo, le jour où la vidéo sort, ça va être montré surtout à notre cœur d'audience, généralement, qui va afficher un taux de clic élevé. 8%, 9%, 10%, parce qu'ils attendent que ça, la dernière vidéo de Cyril, ils vont sauter dessus, ils vont cliquer dessus. Et plus on avance dans le temps, bah, plus cette audience, ce cœur d'audience, il a déjà vu passer la vidéo, et plus la vidéo est montrée à des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont cliquer moins. Donc déjà, si tu mesures ton taux de clic au jour 1 ou au Hmm. jour 10, ça n'a rien à voir. Deuxième élément, si par exemple ta vidéo devient virale, bah, peut-être que tu avais 8% de taux de clic sur les premiers jours, et puis ensuite YouTube se dit, waouh, elle est super intéressante, plein de gens veulent la voir, on va la montrer à 100 000 personnes. Ouais. Bah, sur les 100 000 personnes, en moyenne, les gens vont quand même moins cliquer que tes super fans. Donc ton taux de clic va baisser. Est-ce que pour autant c'est une mauvaise nouvelle? Probablement pas, si ça a permis à la vidéo de partir virale. Et le troisième élément, c'est les sources de visionnage, les sources de trafic. Sur YouTube, on a ce qui s'appelle les sources de navigation. Donc navigation, c'est la page d'accueil et l'onglet abonnement. Et globalement, on va dire on a un référentiel de taux de clic là-dedans. Globalement, du 5-6% en navigation pour des nouvelles audiences, c'est bien. Mais le taux de clic en recherche, par exemple, bah, c'est pas la même interface. Il n'y a pas autant de vidéos qui sont proposées. Et donc, en fait, 5% de taux de clic dans la recherche, c'est pas bon. En recherche, un 8-9%, c'est plutôt le standard.
Ouais. Et à l'inverse, en suggestion, les vidéos qui sont proposées à côté de la vidéo qu'on regarde, bah là, on baisse vachement et ça va plutôt être 2-3% qui va être un bon taux de clic. Donc en fait, il suffit que ta vidéo soit énormément recommandée en suggestion et tu vas avoir un taux de clic à 2,5% et tu vas te dire c'est catastrophique alors qu'en fait, peut-être que la miniature est déjà très très bien. Ouais. Donc pour ça, nous, ce qu'on mesure, on a la chance avec YouTube d'avoir énormément de data, juste Mm. savoir naviguer dedans. Nous, ce qu'on mesure systématiquement pour pouvoir toujours comparer apples to apples, comme disent les Américains, comparer des choses comparables, c'est qu'on va systématiquement regarder le taux de clic en navigation des nouveaux viewers sur les 7 premiers jours. C'est cet indicateur-là qui nous permettra de déterminer s'il y a du potentiel, est-ce que la vidéo part virale ou pas. Les nouveaux viewers, parce que l'audience des habitués, on s'en fiche, c'est pas représentatif pour savoir si la vidéo peut partir virale. Donc les nouveaux viewers en navigation, parce que là, on a toujours à peu près la même typologie d'audience euh, sur les 7 premiers jours, comme ça permet de comparer sur la même période. Et là, l'indicateur, c'est globalement, si on a une vidéo qui génère assez de watch time, c'est-à-dire 4, 5, 6 minutes minimum de watch time, il faut que le taux de clic soit au-dessus des 4% pour qu'il y ait un petit peu de viralité, et au-dessus de 5% pour que ça commence à être, ça puisse partir un peu plus fort encore. Ok. Donc voilà, globalement, 4 minutes de watch time, 4% de taux de clic chez les nouveaux viewers, ou 5 minutes, 5%, c'est à peu près ça qu'on observe. Ok, super. Autre question, donc maintenant pour moi YouTube est vraiment devenu un réseau social. Ils ajoutent des éléments de post et on parle d'une boîte carrément de dialogue que j'ai pas encore vu arriver, mais qui devrait pas tarder, je crois. En tout cas, ça a été annoncé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et la jonction pour toi, le vrai réseau social, il est arrivé quand? Je pense qu'il est arrivé probablement vers 2012, je crois, donc ça commence à dater un peu. Ouais, date à laquelle Mais on les a vus s'intégrer dans les classements, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est le moment où en fait les algorithmes de recommandation ont radicalement changé. En fait, avant 2012, alors déjà au tout début, c'était sélectionné à la main les vidéos qui étaient mises en avant. Puis ensuite, très rapidement, ça a été très SEO, c'est-à-dire c'était basé sur les tags, sur les mots qu'on mettait dans la description, dans le titre, etc. Et c'était vraiment très fortement par affinité. Je regardais une vidéo sur les spaghettis, j'avais à côté 15 autres vidéos sur les spaghettis. Et ensuite, en fait, en 2012, ils voyaient les durées de session s'effriter petit à petit. Les gens regardaient de moins en moins longtemps YouTube. Et ils ont fait un pari, enfin, comme souvent chez YouTube, ils le testent d'abord, et là, ça a très très bien fonctionné, qui était en fait de créer un algorithme par affinité. C'est-à-dire, bah, les humains qui ont regardé cette vidéo sur les spaghettis, je vais aller regarder dans leur historique de visionnage. Tiens, c'est marrant, sur les 100 personnes qui ont regardé cette vidéo, il y en a peut-être 30 qui ont regardé cette autre vidéo et qui ont eu l'air de l'apprécier parce qu'ils l'ont regardé longtemps. Donc les 70 autres qui n'ont pas vu cette deuxième vidéo, on va leur montrer. Parce que statistiquement, il y a de bonnes chances qu'ils l'apprécient aussi. Donc en fait, ça va se baser sur l'historique de visionnage et aussi sur les comportements de visionnage des uns et des autres. Et cet algorithme par affinité, en fait, répond beaucoup plus à des signaux humains, de clics, de durée de visionnage, etc. Et du coup, en fait, de facto, les mots-clés et tout ce qui est SEO perd complètement de son intérêt à ce moment-là. Et même y compris dans le moteur de recherche de YouTube, en fait, YouTube est capable de très facilement savoir quel est le sujet de la vidéo. Et ensuite, donc en fait, l'algorithme, il a deux niveaux dans l'algorithme de recherche. Premier niveau, c'est savoir si ma vidéo est une bonne candidate pour la recherche en question, pour Ouais. la requête en question. Donc ça va être basé sur l'analyse sémantique de tout le texte de la vidéo, éventuellement des commentaires. Enfin voilà, il y a le robot YouTube à scanner tout ça très rapidement. Et ensuite, ils vont la proposer. Et ils vont juste observer comment se comportent les spectateurs. Est-ce Mm. qu'ils ont envie de cliquer dessus? Et s'ils cliquent, est-ce qu'ils la regardent longtemps? Et surtout, dans la recherche, après l'avoir regardé, est-ce qu'ils reviennent en arrière pour regarder une autre vidéo, ce qui voudrait dire probablement que ma vidéo n'était pas satisfaisante, ou est-ce qu'ils vont faire autre chose, et ce qui veut dire que ma vidéo était satisfaisante. Et en fait, c'est ces signaux humains qui vont déterminer si ma vidéo elle va apparaître en 3 millième position ou en première. C'est Mm. pas du tout le nombre de mots-clés, etc. Ça fait maintenant 14 ans que YouTube a quitté cette ère de c'est les créateurs qui doivent placer un max de mots-clés, etc. pour ranker tout en haut. Ouais. YouTube s'est rendu compte que c'était absolument pas un critère de qualité pour les Donc plus utilisateurs, besoin donc de ils ont switché. TubeBuddy et autres vidIQ, selon toi? Moi, je ne suis pas trop fan de ces logiciels-là, surtout de leurs produits d'appel. C'est-à-dire que ça fait effectivement 15 ans que TubeBuddy et vidIQ se sont construits sur cette idée de trouver les bons tags et tout. Ils sont restés sur ce produit d'appel parce que je pense qu'il marche très bien en termes de business pour eux, sauf qu'effectivement, maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Nous, ça fait peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 ans qu'on ne met plus jamais un tag sous nos vidéos. Tous nos clients ne mettent aucun tag sur la vidéo Ah et ouais, ça les empêche pas de carrément. partir viral. Bien sûr. Ah C'est de ouais. la perte de temps. Et YouTube vous le dit, en fait, dans la boîte de tag, il y a un message de YouTube au-dessus qui dit les mots-clés n'ont qu'un impact minime sur la portée des vidéos.
et servent avant tout à détecter des erreurs d'orthographe ou un truc comme ça. Ah ouais. Donc voilà, c'est un message que je rabâche depuis des années et des années sur ma chaîne. Oh, Mais j'aimerais bien écouter. voilà, c'est une idée reçue, on va dire, qui tourne. Mais en tout cas, si effectivement tu as une extension TBDIQ, TubeBuddy, et qu'en 3 clics tu mets des tags, ça coûte pas cher de le faire. C'est Ouais. pas très grave. Mais il faut éviter les pratiques où tu te dis je vais tout optimiser pour les tags, etc. Parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ok, ok. Ouais, bah c'est bon à savoir. Alors maintenant, imaginons qu'on soit donc une personne qui ait besoin d'utiliser la vidéo comme un support et vraiment d'avoir la meilleure diffusion possible. En 2026, c'est quoi, selon toi, la bonne stratégie à adopter? Il n'y a pas une seule stratégie, parce qu'il y a forcément plein de cas de figure. Donc ça dépend un petit peu. Il faudrait que tu me donnes un peu plus d'infos sur l'objectif de la chaîne, en fait. Créateurs qui viennent me voir et qui disent, moi, mon objectif, c'est de pouvoir monter suffisamment en popularité pour à un moment pouvoir travailler pour Louis Vuitton, sur la chaîne de Louis Vuitton. J'en Ouais. ai d'autres qui me disent, moi, je veux ramener un maximum de clients pour mon SaaS en ligne. J'en ai d'autres qui me disent, moi, je veux juste de la notoriété, je veux qu'il y ait 1 million de gens qui connaissent ma marque. Et en fait, on va pas mettre en place ces mêmes stratégies de contenu derrière. C'est vrai. Là où on est bon aujourd'hui, c'est plutôt des stratégies de contenu de notoriété. On appelle ça plutôt des vidéos d'expertise. En fait, on travaille assez bien, nous, avec des entreprises ou des personnes, hein, des indépendants, qui ont une expertise très pointue et qui ont beaucoup de mal à le vulgariser. Et avec une particularité, c'est que je vais séparer cette catégorie-là en deux. Dans cette catégorie-là, tu as les formateurs. Les formateurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer aux gens qu'ils connaissent leur métier. Donc en fait, c'est presque le contenu le plus facile d'être formateur parce que bah, c'est le fameux, tu fais des tutos, tu démontres un petit peu tout ce que tu fais. En gros, dans tes vidéos, tu montres tout ce que tu sais faire. Comme Ouais. ça, les gens qui veulent apprendre à faire comme toi, logiquement, vont être attirés par ton contenu. Et puis ensuite, tu leur dis, bah, tu veux x10 sur cette valeur-là, achète ma formation. Ça, c'est facile. Maintenant, il y a beaucoup d'expertise, notamment toutes les personnes qui ont des agences, où en fait, tu n'as pas besoin enfin, ton client n'a pas besoin de comprendre comment tu t'y prends. Par exemple, tu fais du SEO pour des startups. Hmm. Le dirigeant de startup n'a absolument pas besoin et n'a pas envie d'apprendre à faire du SEO. Mais Par contre, il a clairement, besoin de savoir c'est. qui est le meilleur en SEO. Ouais, bien sûr. Et c'est là où c'est plus complexe parce que du coup, il faut trouver un autre moyen de les intéresser. Et nous, c'est un peu dans ces formats-là, on s'est spécialisé. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui vont se baser sur des thématiques grand public. Donc pour vraiment, ce soit des vidéos, euh, on va dire éducatives où tu apprends des choses quand même, mais qui sont assez agréables à regarder sur un sujet de société. Et dans le parcours de la vidéo, dans le script, bah, tu finis par découvrir que cette personne, bah, en fait, elle s'y connaît en SEO et que c'est pour ça qu'elle peut te présenter ça. Et à la fin, tu te dis, ah ouais, si jamais un jour j'ai un besoin, je vais contacter cette personne. Un exemple que je prends souvent, qui est un des clients qu'on accompagne depuis un moment, c'est une chaîne qui s'appelle Bienvenue au cabinet. Lui, il est expert comptable. Mhm. Et bah, évidemment, expert comptable, c'est pas le sujet qu'on a envie d'apprendre tous les jours. Mhm. Et pour autant, lui, il vulgarise extrêmement bien. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, il a pris une vidéo, il voulait savoir quelle était la marge que faisait Leclerc sur un chariot. Vraiment, dans la vraie vie, tu vois. Mhm. Donc, il va prendre un chariot. Donc, tu vois, c'est une thématique très grand public finalement, où Mhm. n'importe quel consommateur peut être intéressé par ça. Et lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va prendre des bilans comptables et il va traduire ça avec son expertise. Et il va te raconter toute une histoire grâce au bilan comptable des magasins Leclerc Ouais. pour savoir à la fin exactement quelle marge ils font, combien ils font sur ton caddie, combien ils gagnent à l'année, etc. Donc, c'est passionnant, c'est super bien illustré, c'est super bien écrit. Et à la fin, tu as appris des trucs. Et surtout, tu t'es dit, mais alors, Jérôme, il est au-dessus de la mêlée en tant qu'expert comptable. Le gars, Ouais. toutes les situations du monde, il peut les analyser par son prisme d'expert comptable. Donc évidemment, un jour où j'ai besoin d'un expert comptable, je vais faire appel à lui. Donc en fait, nous, on appelle ça une stratégie d'expertise. C'est-à-dire que ça te place vraiment tout en haut de l'affiche, le fameux top of mind, auprès d'une audience très large, auprès de Eh centaines de oui. milliers de personnes. Donc ça, Eh oui. ça, on aime bien faire ça. Parce que du coup, on joue le jeu de YouTube et en même temps, on met en avant des professionnels qui ont une expertise et on vulgarise des sujets et ça, c'est cool. Voilà, oui, il y a un côté assez ludique, un peu racoleur aussi, parce qu'au final, ça Oui, parle à beaucoup de monde. Moi, le seul risque que je vois, par contre, de temps à autre avec mes clients, je leur dis, c'est compliqué de citer des noms de marques ou autres, parce que il y a toujours le risque de se faire épingler. Alors, honnêtement, je pense pas que entre le nombre de personnes qui parlent versus le nombre de personnes qui attaquent, doit être, voilà. Mais il y a quand même un risque, tu vois. ah, on a plusieurs clients où c'est le cas. Ils nous ont dit, nous, on ne peut pas se permettre de citer Ouais. des entreprises. On a un de nos clients qui est aux États-Unis, par exemple, et eux, ils ciblent les plus grosses boîtes américaines, en fait. Ils font Ouais, du ouais, ils ont le service show. financier pour les très grosses boîtes américaines. Donc, nous, on fait des vidéos sur la finance internationale pour leur chaîne.
On adorerait pouvoir faire des vidéos sur comment Apple gère ses finances ou bien le gros deal d'OpenAI, etc. On peut pas parce qu'ils nous disent, bah écoutez, soit ils sont clients, soit on est en train d'essayer de les attraper en clients, donc on peut pas se permettre en termes de communication d'afficher ça. Et du coup, on trouve d'autres twists. C'est-à-dire que par exemple, on va faire beaucoup de vidéos sur le quotidien des utilisateurs. Pourquoi, pourquoi une transaction carte bleue, en fait, c'est que du vent et toi, tu as l'impression que tu as payé, alors qu'en fait, le paiement, il part 3 jours plus tard. Et donc, on t'explique tout le système et tout le truc comme ça. Mais on raccroche à un truc du quotidien des gens pour que ça suscite l'intérêt et le clic. Il n'y a pas que ce qu'on appelle le vol d'autorité, hein. Donc, quand on dit on va parler d'une entreprise ou d'une personnalité, c'est le vol d'autorité. C'est, on va dire, un petit raccourci pour faire des vues sur YouTube. Il n'y a Ouais. pas que ça. Loin de là comme mécanisme. Il y en a plein d'autres. Mais il faut trouver l'élément qui va faire clic et que la personne va se dire, bah ouais, c'est vrai que ça, au quotidien, ça me concerne, donc je suis intéressé. Maintenant, parle-moi un petit peu justement de l'enregistrement du podcast. Je crois que c'est quelque chose que tu fais facilement aujourd'hui. Et dans quel contexte tu peux le faire sur une chaîne YouTube? Oui, bah alors déjà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lancer un podcast sans le mettre aussi sur YouTube. Vous devez évidemment le mettre sur Spotify, Apple Podcast et tout ça, mais la découvrabilité aujourd'hui, elle se fait sur YouTube grâce aux algos. Donc ça veut dire que on vous conseille souvent de faire un podcast plutôt vidéo. Et bah là, il y a plusieurs petites méthodes, on va dire, sur le podcast. C'est vrai que c'est un contenu qui est facile à faire parce que bah, il suffit d'inviter quelqu'un soit à distance, soit en présentiel. Et bon, bah pouf, d'un seul coup, on a un contenu. Sauf que plus c'est facile, plus il y a de créateurs qui y vont. Et donc, plus le niveau va augmenter. Donc là, il y a plein de petites techniques de rétention pour faire des meilleures accroches, etc. Maintenant, matériellement parlant, je pense que le gros débat, la première question qu'il faut se poser, c'est à distance ou en présentiel. Mm. C'est vrai qu'historiquement, les podcasts en présentiel donnaient un côté un peu plus organique, et c'est toujours un petit peu le cas en vrai. Mais depuis le Covid, on a quand même tous pris l'habitude de parler à une caméra face à quelqu'un en visio. Donc en fait, je pense que la gêne qu'il pouvait y avoir avant, elle existe beaucoup moins maintenant. Et surtout, l'air de rien, un des gros avantages à distance, c'est que la personne qui parle regarde la caméra. Donc en fait, je parle à toi, l'audience qui me regarde ou qui m'écoute aujourd'hui, alors que sur les podcasts traditionnels, ben, on va avoir deux personnes qui sont assises comme ça, qui se Oui. regardent, et où finalement, toi, l'audience, tu as un peu l'impression de tenir la chandelle et d'être un peu en dehors de la conversation. Donc finalement, même si la connexion entre l'hôte et l'invité est plus forte, la connexion entre les présentateurs et l'audience est moins forte finalement sur un podcast en présentiel. Donc c'est ça que moi j'aime bien plutôt le faire en distanciel. Et puis en plus, bah, ça rééquilibre un peu les forces. On n'est pas tous à Paris. Et donc voilà, je trouve ça plutôt bien C'est de le faire sûr. à distance. Il suffit, effectivement, il faut un bon setup, il faut surtout un bon son. Avant tout, Ouais. la qualité d'image est moins grave, mais le son est important. Tu m'as conseillé Riverside, je me permets de Ouais, redire, puisque c'est l'occasion justement aussi de donner quelques conseils éventuellement sur la captation. Merci beaucoup en tout cas de tout ce temps que tu m'as dédié. J'espère que avec plaisir. les gens pourront aller voir un petit peu plus tes productions, que ce soit directement sur LinkedIn avec ton nom complet évidemment, donc Sylvain Lepoutre, et sinon sur le coin des YouTubeurs sur ta chaîne et tes chaînes secondaires aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs, je ne sais plus combien. Oui, j'ai une chaîne sur la photo, historiquement. J'ai Ouais. une autre chaîne sur laquelle on met nos podcasts qui s'appelle Code YouTube, où en ce moment on fait une série sur combien gagnent les YouTubeurs selon la thématique dans laquelle ils sont. Ok. Voilà, donc on a plein de réseaux, et puis après toutes les chaînes de nos clients, il y a plein. Vous en connaissez sûrement en fait, c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, oui, il y a des chances, oui. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas tout ça, puis on va continuer à te suivre avec grand plaisir et je te dis à très vite, comme d'hab, sur les réseaux et que ce soit YouTube ou donc LinkedIn si les gens veulent se connecter avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.